Bonjour, vidéo un peu spéciale sur les 30 ans de l'Iris. En effet, tout au long de cette année 2021, nous allons célébrer les 30 ans de l'Iris. Alors en fait, la date est un peu incertaine au départ. J'ai pas créé l'Iris tout de suite, j'ai créé une structure pour publier l'année stratégique, je vous en parlais, et puis c'est devenu l'Iris en 1991. En fait, je travaille sur les questions stratégiques, mais il n'y a pas de plan défini à l'avance. L'Iris, c'est un peu le fruit du hasard et de la nécessité. C'est, comme le disait mon ami Pape Diouf de lui-même, seul président noir d'un club professionnel en Europe, une anomalie sympathique, puisque on a créé l'Iris, une petite bande d'amis, sans aucun moyen, puis c'est devenu quelque chose de plus important, une structure maintenant effectivement institutionnelle. En fait, au départ, on faisait l'année stratégique et ceux qui dirigeaient à l'époque une fondation pour l'étude de défense n'ont plus voulu continuer sa publication pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec le fond scientifique, mais j'étais proche d'Ernu, il n'aimait pas Ernu, bon bref, toutes les mauvaises raisons bien françaises de saboter un projet. Et donc j'étais dit que je créerais une structure pour pouvoir republier l'année stratégique, ce que j'ai fait en quittant le cabinet de Jean-Pierre Chevènement en 90, avec une petite subvention que m'avait donnée le chef de cabinet de Jean-Pierre Chevènement, Pierre-Yves Duvoy, que comme âge lui soit rendu, de 20 000 francs, c'est-à-dire à l'époque ça représentait 3 000 euros. On a fait ce bouquin avec Jean-Pierre Molny, et puis c'était juste pour faire ce livre. Et puis au fur et à mesure, on a commencé à faire d'autres activités. On a commencé à faire des colloques, on pouvait avoir des salles gratuites à l'Assemblée nationale et on prenait des gens de tous les partis politiques. L'idée, c'était pas d'avoir une seule idée. Moi, j'étais étiqueté socialiste à l'époque, mais j'invitais des gens de tous les horizons parce que ce qui me paraissait intéressant, c'était justement le débat contradictoire. Et puis, on a lancé aussi en 91 la revue internationale et stratégique. Et donc, ce petit noyau s'est élargi. Didier Billon nous a rejoints très vite, mais c'était vraiment un peu, l'occasion a fait le larron et on a élargi au fur et à mesure les activités. En 93, on faisait vraiment pas grand-chose, l'Iris aurait pu s'arrêter à cette alternance électorale qui a eu lieu, mais le gouvernement de l'époque a considéré que les petits moyens qui étaient donnés, ils étaient vraiment très faibles, pouvaient continuer, et donc il y a eu une tolérance à notre égard. J'étais étiqueté socialiste, mais je m'adressais à tout le monde, il y avait aussi des non-socialistes dans la petite bande d'amis, des gens plutôt de droite, bref, on n'était pas une structure partisane, même si moi-même, je n'ai jamais mis mon drapeau dans ma poche sur ces questions-là. Mais donc l'Iris a survécu. En 95, ça a été un peu plus compliqué, parce que Jacques Chirac, président de la République qui venait d'être élu, décide deux choses, de reprendre les essais nucléaires et de réintégrer la France dans l'OTAN. Et moi, c'était pas une question partisane, c'était une question d'analyse stratégique, j'étais contre ces deux décisions. Et donc, j'ai exprimé dans les médias mon opinion qui était défavorable à ces décisions. Beaucoup de gens m'ont dit, mais fais pas ça, tu es fou, y compris les amis de gauche, tu vas mettre en danger l'Iris, mais comme je le pensais et que je n'ai pas choisi de faire ce métier pour me taire, eh bien, j'ai continué à développer ce point de vue et sans que les foudres du gouvernement me soient tombées dessus. C'est vrai que je voyais autour de moi d'autres personnes qui pensaient la même chose mais qui ne voulaient pas le dire ou auxquelles on demandait de ne pas s'exprimer sur ces questions-là. J'ai créé en fait l'Iris comme une structure associative. On était hébergé à l'université Paris 13, où j'étais d'abord étudiant et puis ensuite enseignant. Ça a été Paris 13 a été mon ascenseur social. Malheureusement, il y a eu quelques difficultés à Paris 13 Villetaneuse, quelques profs me soutenaient, d'autres étaient un peu jaloux de ce que l'on faisait, et on a pris la décision en 97 de déménager, de quitter Villetaneuse et de venir à Paris, de faire l'effort de louer des locaux. C'était un investissement juste sur un niveau au départ, dans les rues Mercœur, où nous sommes toujours. Et en fait, on voit que à la fois le refus de publier de l'année stratégique de la part du dirigeant de la Fondation pour l'étude de défense au départ, les blocages que j'avais à Villetaneuse, en fait, ont été une chance, puisque, arrivé à Paris, notre activité a pu se multiplier, a pu devenir beaucoup plus forte, parce que, évidemment, c'est plus facile de faire des choses à Paris, de voir du monde, d'inviter du monde, que quand on est en banlieue parisienne. Au même moment, on a décidé de mettre en place un conseil d'administration. Jusqu'ici, les membres du conseil d'administration, c'était la dizaine de personnes qui travaillaient à l'Iris. On a eu des débats internes parce que certains pensaient qu'on allait perdre notre âme en mettant en place un conseil d'administration, qu'on allait se faire déposséder. Et moi, j'étais favorable à cette mesure pour nous professionnaliser, pour avoir un peu plus, effectivement, de rayonnement, et j'avais confiance dans les gens qui allaient venir au conseil d'administration. Je pensais qu'ils ne viendraient pas entraver notre liberté, puisque dès le départ,
ce que l'on recherche tous les uns et les autres. Qu'est-ce qui nous a réunis autour de l'IRIS? C'est de pouvoir s'exprimer librement, sans tabou, sur les questions stratégiques, dans une ambiance conviviale, et de ne pas avoir des impératifs, de ne pas avoir respecté telle majorité parlementaire, ou telle entreprise, ou tel secteur, bref, parler réellement librement. Et donc finalement, nous avons mis en place ce conseil d'administration et il nous a aidés, les membres du conseil d'administration nous ont aidés à nous développer et à élargir notre champ d'activité. Une autre période difficile, ça a été la période 2001-2003, parce que c'est la reprise du conflit au Proche-Orient. Je me suis exprimé dessus en disant que la politique française mettait un peu sur un pied d'égalité Israël et les Palestiniens, alors qu'il y avait quand même une puissance occupante et une nation occupée, et qu'on ne pouvait pas soutenir l'occupation d'un peuple par un autre. Alors là, immédiatement, les accusations d'antisémitisme, les attaques contre l'IRIS, les menaces de tout ordre et effectivement des pressions sur les membres du conseil d'administration pour qu'ils démissionnent, ce que une partie d'entre eux ont fait. Ça a beaucoup bougé, on aurait pu vraiment disparaître puisque des représentants de la communauté écrivaient aux différents ministères pour couper tout contact avec l'IRIS, mais finalement, nous avons beaucoup perdu à ce moment-là, beaucoup de contacts ont été perdus, quelques portes se sont fermées, mais nous avons survécu et nous avons été contraints à être encore un peu plus innovants pour survivre. En 2002, nous avons créé l'école des relations internationales de l'IRIS, une première promotion, ce qui va devenir IRIS-Sub par la suite, avec 15 étudiants, juste le seuil. J'avais décidé en fait de créer une formation qui soit réellement adaptée aux besoins des étudiants et non pas aux besoins des enseignants comme c'est parfois trop souvent le cas. Et si je continue les étapes de la croissance de l'IRIS, 2009, nous obtenons du Conseil d'État la reconnaissance d'utilité publique. 2013, ouverture de notre amphithéâtre, c'est là que nous faisons à la fois nos cours, mais également nos tables rondes, nos colloques, alors bien sûr hors période Covid-19, puisque là maintenant c'était pas possible, mais c'est vrai que avoir un amphithéâtre où l'on peut être chez soi quand on fait un colloque, c'est quand même extrêmement agréable, et en plus l'espace est suffisamment apprécié pour qu'on puisse le louer à d'autres organismes qui veulent y faire des événements. Alors aujourd'hui, l'IRIS, qu'est-ce que c'est? C'est plus la petite structure de quelques potes qui veulent réfléchir aux questions géopolitiques. C'est devenu, oui, effectivement, c'est devenu une institution avec 40 salariés, une soixantaine de chercheurs permanents ou non permanents associés, et puis 4 types d'activités. La recherche, bien sûr, recherche pour les entreprises, pour les organisations internationales, pour les institutions parlementaires ou les ministères, pour les entreprises privées, mais également les publications, toujours l'année stratégique, la revue trimestrielle, un site internet qui est extrêmement actif, une lettre hebdomadaire, différents livres que nous publions les uns et les autres, et puis l'organisation d'événements, alors les tables rondes que nous pouvons faire, nos 18h30, 20h sont très suivis, mais aussi les événements extérieurs, les entretiens européens d'Anguin depuis 12 ans, les géopolitiques de Nantes depuis 8 ans, les internationales de Dijon depuis 4 ans, des événements qui attirent un public très nombreux. Et nous avons aussi la spécificité, le caractère unique d'être un centre de recherche qui est adossé à une école ou une école qui est adossée à un centre de recherche. Il y a plusieurs écoles de relations internationales, il y a plusieurs think tanks, nous sommes le seul à lier les deux structures. Aujourd'hui, IRIS-Sub, c'est plus de 600 étudiants, à distance ou en présence, c'est plus de 3000 diplômés, c'est 150 professionnels qui viennent enseigner avec toujours un souci d'être concret, de ne pas être dans les questions théoriques, d'être professionnalisant, et nous avons le plaisir de voir que les étudiants qui sortent de chez nous, trouvent assez facilement un emploi, et on a le plaisir aussi au cours des missions, quand on en fait, hors période Covid-19, de retrouver d'anciens diplômés. On est vraiment content de les voir, de voir qu'ils ont gardé un bon souvenir, parce qu'en fait, la meilleure publicité qui est faite d'IRIS-Sub, ce sont les anciens étudiants qui sont passés chez nous et qui en parlent, et de voir qu'ils occupent des fonctions intéressantes, qu'ils se plaisent dans leur métier et qu'ils ont gardé un excellent souvenir de leur passage chez nous. Et nous avons d'ailleurs 300 structures étatiques ou non étatiques qui accueillent nos étudiants pour des stages. L'IRIS est régulièrement bien classé dans le classement international de l'Université de Pennsylvanie sur les think tanks, c'est le classement un peu qui fait référence en la matière. On est, je dirais, encore mieux classé par rapport à nos moyens, puisqu'on surperforme en termes de classement par rapport aux moyens dont nous disposons. Nous obtenons la 17e place sur la question de défense, la 29e sur les questions internationales, sur 8200 think tanks qui sont classés à l'échelle mondiale.
Au-delà de ces classements, ce sont toutes les institutions qui font appel à nous. Ministère de la Défense, des Affaires étrangères, service du Premier ministre, le Parlement européen, la Commission européenne, l'Agence européenne de défense, l'Agence française pour le développement, l'Organisation internationale de la francophonie, etc., etc., tous ces instances, et d'autres structures privées, des entreprises, qui estiment que l'expertise de l'IRIS est utile dans l'exercice de leur mission. Nos chercheurs sont régulièrement invités dans les médias, ils font à peu près 3000 interventions par an, également, là aussi, hors période de Covid-19, invités à l'étranger pour représenter une voix française dans le débat international, et aussi invités en France dans les différentes institutions académiques et universitaires qui organisent des débats. Et nous sommes bien sûr très actifs sur les réseaux sociaux, moi-même, mais l'IRIS en tant qu'institution, et puis aussi sur YouTube. Vous connaissez ma chaîne YouTube puisque vous regardez cette vidéo, et donc c'est aussi une prolongation de notre souci pédagogique. Alors quel est l'ADN de l'IRIS? On en a plusieurs caractéristiques. La première, c'est de pouvoir parler de façon pédagogique des questions internationales. Les questions internationales ne sont pas réservées aux gens qui travaillent dans les ministères, aux spécialistes de la question. Ce sont des questions qui intéressent le grand public. C'est notre conviction depuis le départ, elle est vérifiée par le succès des événements que l'on organise, et on veut pouvoir à la fois faire un rapport très pointu pour le ministère de la Défense, et en même temps de faire une explication très large pour le grand public sur les événements en cours. Nous tenons à garder les deux bouts de la chaîne, les décideurs politiques et le grand public. Et nous voulons aussi explorer des nouveaux territoires, ne pas se contenter des questions stratégiques au sens, je dirais, étroit du terme. On a bien sûr, vous le savez, beaucoup travaillé sur la géopolitique du sport, c'est un concept qu'on a développé à l'IRIS, mais également on a créé un observatoire de la géopolitique du genre. On travaille aussi depuis déjà assez longtemps et avant le Covid-19 sur les questions de géopolitique de santé, sur bien sûr les questions humanitaires, et donc sur le tourisme, on essaie de voir un peu tous les aspects, les différents aspects de la géopolitique au sens le plus large. Notre ADN, mais c'est aussi notre condition de départ, c'est d'avoir la diversité des points de vue. Quand on organise un colloque, nous tenons à la parité, bien sûr, nous faisons le maximum et nous y parvenons, mais aussi, j'ai horreur des colloques où les convaincus viennent prêcher les convertis. Il faut des débats contradictoires mais respectueux. Il ne s'agit pas d'hurler, il ne s'agit pas de s'insulter, de faire des injonctions, mais juste, de façon républicaine, de débattre. Il y a des lois qui condamnent les propos racistes, antisémites ou la diffamation, nous les respectons, mais nous tenons donc à un débat respectueux. Et moi, personnellement, je n'ai jamais refusé de débat avec des gens qui me sont opposés, qui ne sont pas d'accord avec moi. C'est le sel de la démocratie, c'est le sel du débat républicain. Certains le refusent, c'est leur problème, ce n'est pas ma conception des choses. Et bien sûr, nous avons toujours voulu être indépendants des pressions. On peut travailler avec des industriels de la défense et faire des points de vue critiques sur les excès de la course aux armements. Ça ne paraît pas contradictoire. Je crois que, d'une part, aucun chercheur de l'IRIS ne pourra vous dire que je l'ai censuré. Chaque chercheur est libre de s'exprimer. J'ai toujours considéré que leur liberté protégeait la mienne. Si on me demande quel est le point de vue de l'IRIS sur tel ou tel sujet, je dirais, je sais pas. Moi, j'ai jamais dîné avec l'IRIS. Je peux vous donner mon point de vue, je peux vous donner le point de vue, ou il donnera mieux vous-même, de X ou Y, mais il n'y a pas un point de vue officiel de l'IRIS. Parce que c'est justement la diversité. Mais cela veut dire que, si un chercheur pense quelque chose, il va le dire, même si ça déplaît à des gens avec lesquels on peut avoir des contrats, même si ça déplaît à des gens qui sont puissants politiquement ou qui sont puissants médiatiquement, ça nous crée des agréments. Moi, je suis interdit de séjour dans certains médias, je suis accepté dans d'autres, mais certains médias me refusent. Il y a des gens qui m'en veulent beaucoup sur les positions que j'ai prises, et c'est un peu le cas pour d'autres, mais en tous les cas, je pense que on ne peut pas faire ce métier-là si on est courtisan. Si, avant de prendre une position, on se demande, mais quelle est la position qui va m'attirer le moins d'ennui? Quelle est la position qui va plaire à telle ou telle puissance? Je sais qu'il y a des gens qui font cela. Mais une fois encore, moi, je n'ai pas créé l'IRIS, je n'ai pas fait ce métier pour cela, et ma grande fierté, c'est que aucun chercheur de l'IRIS n'a jamais subi de pression de ma part, et peut s'exprimer de façon tout à fait libre sur les sujets de sa compétence. Et au bout de 30 ans, on a en fait deux défis. Par rapport au fait qu'on est effectivement devenu une institution, c'est garder l'esprit de convivialité qui a caractérisé l'IRIS depuis le départ. Je crois qu'on y parvient et que je suis vraiment très fier de l'équipe qui travaille avec moi parce que ce sont des gens vraiment formidables qui bossent dur mais qui sont sympas, qui ont des valeurs humaines, qui sont respectueux des autres et ça c'est vraiment une grande source de plaisir et de fierté pour moi.
Et puis, tout en s'institutionnalisant, essayer de conserver cette part d'imagination, cette part de remise en cause permanente, cette part d'innovation, pour ne pas tomber dans le confort, savoir se remettre en cause, pour continuer à progresser et ne pas se contenter de la situation, même enviable. Jamais je n'aurais imaginé, il y a 30 ans, que l'Iris serait devenue ce qu'elle est devenue. C'était pas du tout le plan initial. C'est arrivé comme ça, et c'est super, et j'en suis très heureux.